Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Synopsis et magazine de votre rédaction qui reçoit ces jours dans son numéro l'honorable Prince Mbui Katamboa. Il est analyste politique, mais aussi coordonnateur du bureau de la députée scolastique Mayundo. Bonsoir, honorable Mbui. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec notre invité, nous allons aborder la question sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond la MONUSCO qui a avoué son incapacité de combattre les groupes armés en présence à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette question sera également abordée au cours de cette émission. C'est en fait la corruption qui bat son plein en République démocratique du Congo à travers la sortie médiatique du professeur Luzo Lubambi qui en appelle aux sanctions face à celles qui pratiquent la corruption. Monsieur honorable Prince Mbui, je reviens à vous. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comment voyez-vous cette question d'insécurité, d'une manière générale? Merci pour l'invitation. Oui. Je crois que parler en termes d'insécurité, c'est un peu trop bas. Et nous sommes agressés. Oui. Le pays est vraiment agressé et il reste qu'on puisse déclarer seulement l'état de guerre. Déclarer l'état de guerre, pour quelle finalité et pour quel objectif en fait? Et la finalité, c'est de libérer les peuples et puis de ramener la paix dans notre pays. Oui. Quand on parle d'insécurité, c'est juste un petit cercle là d'appréciation. Mais c'est tous les pays qui est en danger. Je crois que l'autre fois, on a vu la descente de Rwandais qui sont allés jusque dans le Bas-Congo pour couper les courants, nous priver du courant. Mais on parlait autrefois de l'insécurité. Oui. On verra que quelques minutes après, on va les ramasser vers Kingasani. Massina et tout ça, ils étaient déjà en plein. Ce n'était pas l'insécurité. On veut juste nous déposséder notre pays, on veut nous déposséder notre souveraineté. Tout ça, c'est parce qu'ils ont besoin du Congo sans Congolais. Alors, ils sont prêts à tout faire. Nous empêcher même le droit à la vie, parce qu'ils doivent récupérer nos terres. Et parler de l'insécurité, moi, je crois que c'est vraiment ne pas comprendre la portée du vent qui est en train de mettre notre pays en danger. Donc faudra-t-il admettre tout simplement qu'il y a une guerre d'agression par le Rwanda? Voilà les termes qu'il faut employer. En fait, face à cette insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo, en fait, à cette agression en fait pour émettre dans une même longueur d'onde que vous, il y a la MONUSCO qui avoue son incapacité de combattre le M23. Pour la MONUSCO, ou pour elle, ces groupes armés détiennent des armes sophistiquées. Comment interprétez-vous ces problèmes? Au fait, parlant de la MONUSCO, je ne vois même pas sa raison d'être ici. Oui. Et tout Congolais doit vraiment se réveiller pour comprendre qu'il est temps que la MONUSCO parte de nos terres. Elle doit partir d'ici et sans délai. Je crois que d'aucuns l'ont fait en Afrique ici et ils n'en sont pas morts. La force onusienne, je crois que c'est la plus forte mondiale, la plus grande qui soit, et qui est restée une vingtaine d'années chez nous sans avoir avancé d'un seul pas. Oui. Je peux vous prendre les dignes fils de ce pays, de père et de mère. Je prends le feu général Mouzamabe. Il a fait une percée plus que tout le 20 ans de la MONUSCO réunie pour faire avancer les choses. Oui. Et on nous a privé de cet homme, ces vaillants combattants, ces héros. On l'a abattu. Vous verrez encore plus loin, il y a Mamadou Ndala. Un héros encore. Oui. Un héros. Il a percé seul, avec sa petite équipe. Il est allé, il a retourné la guerre dans le sens où elle est venue. On nous a privé aussi de celui-là. Il est parti. Vous verrez l'autre héros encore, dans le même coin, c'est... le nom m'échappe encore.
un de nos vaillants combattants, Baouma. Ouais. Et vous verrez que ce n'était pas la force internationale. Oui. C'était juste des dignes fils de ces pays qui ont l'amour de la patrie et qui voulaient mettre fin à cette histoire de guerre. Mais parce que la communauté internationale est contre nous, c'est le complot conçu par la communauté internationale pour nous imposer cette soi-disant insécurité, mais la guerre, afin de tirer alors nos richesses sans contrepartie, sans que nous puissions nous prononcer, ils veulent nous rendre faibles et ils sont allés plus loin pour nous imposer un embargo que nous ne méritons pas, qui devait déjà être vraiment levé, mais nous on est là comme si on était distraits et puis ça continue, on nous prive, nous qui sommes agressés, on nous prive de moyens de défense, ne fût-ce pour défendre notre pays. Nous ne sommes pas agresseurs, nous sommes victimes, mais au lieu de nous laisser même le temps de chercher les armes pour combattre, ils ne veulent pas, ils nous empêchent avec cette histoire d'embargo, soit disant qu'il fallait que chaque demande d'armes soit répertoriée et tout ça. Oui, nous voulons bien sûr l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais quand ils disent ça, de l'autre côté, c'est toujours la République démocratique du Congo. Oui. Mais pourquoi les armes entrent là-bas sans être identifiées? Pourquoi la MONUSCO aujourd'hui va mettre vraiment les choses au clair pour dire voilà, les M23, les rebelles, soi-disant rebelles, mais moi je sais que c'est le Rwanda qui est là, et ils ont des armes plus sophistiquées, et elle, la MONUSCO, n'a pas la force, donc c'est un aveu d'échec. Alors comme la MONUSCO ne peut rien faire pour nous, parce qu'elle est là juste pour empêcher cette guerre-là, comme elle est juste là, elle se voit capable d'identifier les armes qui se trouvent de l'autre côté, et elle a connaissance de tout ce qu'il y a là-bas comme répertoire de armes, mais de l'autre côté, elle n'est pas en mesure de les combattre parce qu'il fallait rester là-bas tout le temps et tous les siècles. Moi, je trouve que c'est le moment de faire partir la MONUSCO. Mais en fait, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres aujourd'hui est celle de savoir d'où viennent ces armes qui détiennent le Ben justement, nous, le gouvernement, c'est le gouvernement qu'on a mis sous embargo. Oui. Mais les rebelles ne sont pas sous embargo, soi-disant rebelles. Ils ne sont pas sous embargo. Parce que ce sont les mêmes armes qu'on a empêchées. On ne voulait pas que les armes entrent en désordre. Mais pourquoi de l'autre côté ça entre en désordre, mais le gouvernement n'a pas le droit de se procurer les armes? Soi-disant même pas en désordre, mais quand il fait une demande, on bloque. Pourquoi on bloque ça? C'est parce qu'on veut rendre de plus en plus les pays faibles. Alors, on va déclarer, voilà, vous avez une armée faible, vous n'avez pas de combattants et tout ça. Pendant que nous avons des éléments, mais il faut seulement les outiller. Maintenant, quand le gouvernement fait cette démarche-là pour les outiller, on empêche de dire la MONUSCO est là. Mais la MONUSCO a fait son aveu d'échec, donc elle n'a qu'à partir, plier des clics et clacs, partir, nous laisser en paix. Comme ça, une fois la MONUSCO ne sera plus là. On sera vraiment, on va se remémorer. On va se mettre en position de combat. Mais en fait, avec cette déclaration de la MONUSCO, faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'on peut oublier la MONUSCO face au processus de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo? Si nous voulons vraiment la paix dans notre pays et que nous voulons mettre fin, parce que nous le voulons, il est impérieux de mettre la MONUSCO dehors. Et pourquoi je dis ça? Parce que la paix, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça, négocier à gauche, à droite, et puis aller demander la paix ou l'indépendance. La paix s'impose. Et c'est nous seuls qui devons imposer la paix sur notre terre. La MONUSCO ne viendra jamais imposer la paix sur nous. Mais bien au contraire, parce que c'est par là que la MONUSCO et tous ceux qui sont derrière, les maîtres de la MONUSCO, c'est par là qu'ils s'enrichissent. Donc, ils vont jamais mettre fin à cette histoire de MONUSCO. Si seulement nous, on ne se levait pas pour le mettre dehors. Mais bien que l'identification de votre démarche postule en termes de solutions pour la paix, mais vous ne voyez pas qu'il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre? Vous ne voyez pas que par là, l'État, en tant qu'unité active, celle est ici interpellée. Donc, il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Parce qu'aujourd'hui, la finalité de l'État réside par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. L'État a pris tout son temps pour être avec la MONUSCO, croyant que la MONUSCO pouvait faire quelque chose dans ce sens. Oui. Mais plus de 20 ans après, c'est négatif.
Pourquoi ne pas changer de paradigme? C'est très simple. Mais les changements de paradigme, selon vous, c'est quoi en fait? C'est très simple. Oui. Il y a la réunion du Conseil de sécurité pas longtemps, et nous avons vu quand même qui sont avec nous, qui on peut appeler amis, qui on peut comprendre comme s'ils étaient des ennemis. Mais nous voyons la main de la Russie, par exemple. Avec la Russie, je crois qu'on va mettre fin à cette histoire. Seule la collaboration vraie entre la RDC et la Russie peut mettre fin, même à la MONUSCO, là, elle va disparaître. Mais vous ne voyez pas que cela posera de problèmes au régime actuel? S'il bloque, il fait tourner le pays face au bloc socialiste qui est... Je crois qu'il y a deux pays qui ont fait l'exemple en Afrique. Je ne parle pas de l'Europe, pas des États-Unis, je parle de l'Afrique. Oui. Nous voyons le Mali. On pouvait aussi avoir peur de ce conglomérat de l'Union européenne ou bien des États-Unis. Mais des dignes fils se sont levés, ils ont dit, niet, fini pour cette fois-ci, nous allons libérer notre pays. Ils sont aujourd'hui, peuvent se dire que non, ils sont indépendants. Mais nous ne l'avons jamais été. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on nous chante seulement l'indépendance pendant qu'on ne l'a jamais été. Et la vraie indépendance ne s'octroie pas. La vraie indépendance, il faut lutter, il faut combattre. Il faut l'arracher, il faut l'imposer. Donc pourquoi au Mali, il n'y avait pas des gens qui pouvaient avoir peur que voilà notre régime aura des histoires? Non mais attendez, mais on est Congolais ou on ne l'est pas? Si on est Congolais, on défend son pays, peu importe ce que l'Occident va dire. Aujourd'hui, le Mali peut se bomber la torse. Aujourd'hui, la Centrafrique peut avancer sans problème. Vous avez vos terres, vous avez des minéraux. Et c'est pour ça que vous êtes convoités. On vient vous les arracher comme ça en vous tuant, en maltraitant vos enfants, vos femmes et tout. Et vous voulez que ce cycle-là puisse continuer ou bien il faut arrêter ça? Si on est des hommes, on se lève pour arrêter ça. Et là, on sera indépendant. On est incapable de donner même une appréciation à nos matières premières. On est incapable de nous chercher des clients à qui vendre, à qui on ne veut pas vendre. On vous impose, ça vous ne vendez pas, ça vous nous vendez, et puis à quel prix? Ce sont eux qui imposent le prix. Mais attendez, on va aller dans ce cycle infernal jusqu'où? Et nos enfants viendront hériter quoi? C'est maintenant le temps de se lever, de devenir indépendant, comme ça on pourra vendre nos matières premières pour faire face aux besoins de la population. Mais la révisitation du code minier a résolu ce genre de problème. Une distraction de mauvais goût. Comment ça? Ben je vous dis, bon, on a revisité le code minier et après, quelles en sont les retombées? En fait, ce sont les mêmes qui imposaient les prix autrefois, qui aujourd'hui continuent avec le système. Ce sont les mêmes qui étaient les principaux acheteurs hier, avant la révisitation. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes circuits qu'ils avaient établis, qui nous avaient imposés depuis des années, avant même l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le même circuit qui sont respectés. Qu'est-ce qui a changé dans la révisitation de votre code minier? Rien du tout. Mais c'est Or, si vous voulez vraiment rénover les choses, aller au-delà de ces limites-là, au-delà des clivages qu'on nous a imposés par la communauté internationale, et on pourra parler maintenant d'autres choses. Mais je voulais vous amener à une réflexion, M. Prince. En fait, c'est du fait que notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans des sérieuses difficultés économiques, sociales, politiques, aggravées également par des puissances inavouables, de certaines puissances étrangères, qui font également fi de nos aspirations les plus légitimes. Face à ces genres de problèmes, qu'il faudra-t-il faire? Est-ce qu'il faut d'abord faire un examen minutieux du passé, démêler les chevaux et établir des responsabilités, ou bien il faut se laisser faire et que les Occidentaux puissent continuer toujours à nous imposer leurs histoires? C'est là où je vous ai dit que le mariage entre la Russie et la RDC va vraiment changer les choses. Le bienvenu. Pardon? Et souhaitable, le bienvenu. C'est même pas souhaitable, nous sommes obligés d'y aller. Parce que la Russie est passée au-delà de clivages internationaux, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme logique internationale. Tout ce qu'on a mis comme barrière, voilà, le monde doit marcher de cette façon, aller à gauche, le vendredi c'est à droite, sinon vous allez à l'encontre de la communauté internationale. Tout ça est fini. Nous allons maintenant vers une nouvelle ère. Nous allons maintenant vers une reconfiguration même de leadership mondial. Alors, nous voyons à la tête la Russie qui est en train de piloter cet avion. Pourquoi ne pas prendre part dedans?
Parce que la logique ancienne nous a gardés esclaves. La Russie elle-même n'arrive pas à résoudre son propre problème. Mais la Russie a fait preuve, vous voyez, presque tout le monde est contre la Russie, mais elle est là et elle perce, elle avance. Tous ces cas-là, c'est pourquoi? C'est pour changer l'ordre établi, l'ordre ancien, là où il y avait que les plus forts qui devaient gagner, qui devaient marcher sur les autres, et nous on est restés comme ça esclaves toute notre vie. On nous parle de l'indépendance là en carton. On ne l'a jamais été, on n'a jamais été indépendant nous. Nous devons chercher notre indépendance. On doit arriver au moment où on peut parler au monde entier sans avoir peur des Américains, des Français et tout ça. Oui. Donc nous devons vraiment quitter ces logiques-là. Parce que les logiques, ce sont les hommes qui les établissent. Alors, comment est-ce que quand un homme devient esclave de ses propres logiques, ce n'est plus un homme, ça devient un sous-homme. Parce que les logiques, on les applique selon des contextes. Mais aujourd'hui, les contextes ont changé. Nous sommes mûrs. Nous avons fait l'examen depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. On n'évolue toujours pas. On est buté au même problème. Et quand on essaie de bouger un peu, non, on vous apporte de soi-disant guillemets solutions qui ne tiennent jamais, qui n'ont jamais tenu nulle part. Nous devons continuer comme ça à rester dans cet esclavagisme ou bien il faut changer de paradigme. Moi je trouve que la seule solution c'est d'aller dans la voie de la Russie, aller au-delà de tout ce qu'il y a comme normes internationales et puis là peut-être il y aura un nouveau leadership mondial qui va se dessiner, peut-être on sera considéré. Mais avec ces gens-ci, jamais, on ira de conférence en conférence, des débats à gauche, à droite, comme aujourd'hui. La grande force mondiale est au Congo depuis une vingtaine d'années sans rien faire, mais vous voulez encore chercher d'autres africaines, soi-disant, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent bien apporter? Parce que ces gens-là, ils disent que bon, les Occidentaux ont tellement pillé la RDC, oui. Ils en ont eu vraiment à leur part, mais nous on est là, on est en train de rêver. Autant aussi faire notre petite boîte et puis aller aussi prendre notre part de gâteau. C'est juste ça, parce qu'ils ne viendront jamais vous libérer. Ces gens, forces africaines qui viennent là, mais ils sont sous la domination de quoi? De la force union européenne, soit ou bien des États-Unis. Oui. Et c'est un cercle vicieux, donc on n'en sortira pas. Alors, vraiment la toute simple solution, moi je suis sûr, avec la sortie de Poutine, je suis sûr, avec mon chef de l'État, oui. Je vois que les deux pions là, c'est vraiment les deux doigts de la main de Dieu. Et Dieu est en train d'opérer sur ces gens-là. Ils vont changer l'ordre mondial des choses. Et ici en RDC, oui. Je suis convaincu que mon chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue en passant, chef, je sais qu'il va vaincre cette guerre, il va la retourner là où elle est. Et encore, je vais vous donner un secret, peut-être que bon. Mais je vous dis seulement que oui. Le chef de l'État ira au-delà. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas aussi parler. Mais la décadence même de Kagame, qui a fait couler autant de temps, le sang dans notre pays, la déchéance de sa politique, de son pouvoir, je crois que Fathi a la clé et il va arriver à la chiver. Très bien, mais c'est Prince Mbouyi. En fait, vous avez parlé de la résolution de la crise pour faire face à cette guerre d'agression, mais depuis des bonnes intentions lors de la rencontre au Luanda entre les deux partis, les présidents rwandais et ougandais, et plutôt rwandais, je dirais depuis des bonnes intentions affichées devant le président angolais, mais il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein. En dépit de toutes ces rencontres, mais la tension reste toujours vive entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Pourquoi cet état des choses? Alors qu'il y a une rencontre pour donner des solutions à ces problèmes. Je vous dirais, de la rencontre de Luanda, oui. Je ne peux que féliciter mon chef. D'aucuns avaient dit, ils avaient critiqué en mal, ils avaient dit n'importe quoi. Non, ils ne pouvaient pas y aller, c'était une rencontre de plus, ça ne valait plus la peine. Mais il leur a dit ouvertement, il a dit à tout le monde qu'il n'y a que deux options. Oui. Soit c'est la paix, alors la paix totale, pas une paix négociée, oui. La paix totale, sans condition, soit alors si ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Mais quand on met maintenant les choses en marche pour dire voilà, nous voulons la paix, venez, on va parler comment est-ce qu'on va atterrir. Il peut qu'il y aller. Et en y allant, le chef de l'État a mis
dos au mur Kagame. Pour la première fois. Quelqu'un qui s'est toujours caché derrière des rébellions. Oui. Quelqu'un qui nous a toujours fait croire qu'il était le plus fort du monde. En Afrique, c'est lui, l'incontournable et tout ça. Mais mon chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ouh, coup de chapeau. Il a mis KO à Luanda. Oui. KO, dos au mur, la queue dans les pattes. Il a fini par signer. Quand il est allé à Luanda là-bas, c'était pourquoi? C'est parce qu'il représentait qui? Il représentait la Belgique, les Nations Unies, ou bien il représentait les M23. Qui? Kagame. Kagame. Il représentait les M23. C'était vraiment noir sur blanc. Aujourd'hui, Kagame sort en public pour dire que c'est moi le chef de M23. Je prends l'engagement de quitter vos territoires immédiatement, sans condition et tout ce qui va avec. Il a fait en tant que le patron de M23. Alors qu'il se disait qu'il c'est un problème congolais. Justement, ça c'est la politique entretenue par les kabylistes depuis. On nous a fait souffrir tout le temps de règne de Kabila. Ce sont ces genres d'histoires. On nous cachait, on nous disait que c'était des rébellions, l'insécurité. Or, ce n'est pas, on ne peut pas parler de rébellion. C'est une guerre d'agression. Et non une rébellion qui insécurise le pays. Non. C'est une guerre d'agression. Et aujourd'hui, nous voyons un président étranger qui vient signer le retrait de ses troupes et tout ça. C'était une victoire. Ça, c'est du côté diplomatie. Mais la diplomatie n'est pas toujours entre la diplomatie et le terrain, les armes. Il y a toujours un écart. Il faut maintenant mettre son temps. C'est comme ça qu'il y a des commissions mises en place. On a reporté parce qu'il y a 2 en Angola. Alors, ils vont siéger pour voir maintenant la faisabilité, et tout ça, le retrait. Il faut un peu de temps. Et les gens doivent patienter. Mais ce qui devait être acquis d'abord, on devait savoir qui était derrière le M23. Aujourd'hui, il est sorti en public. Qui l'a amené en public, c'est mon chef de l'État. Mais lorsqu'on parle d'une guerre asymétrique, une guerre qui n'est pas classique, mais une guerre asymétrique, non conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une guerre aussi qui se combat à plusieurs fronts. Il n'y a pas seulement les fronts des Rwandais ou des Ougandais, mais il y a également les fronts des Congolais. Là, on donne raison à Paul Kagame. Moi, vous savez, il ne faut jamais donner raison à quelqu'un qui vient vous tuer, vous agresser et quelque part vous tenez des discours pareils. En partie. Je ne peux en aucun cas donner raison à Kagame, même pas en partie. Parce que Mosso l'a dit autrefois aux députés nationaux. Citer les groupes armés. Cette guerre asymétrique dont on nous parle. Oui. Mais il y a des commanditaires. N'est-ce pas? Oui. Ces commanditaires ne sont pas asymétriques. Je crois qu'ils sont identifiés. Et on peut aller vers eux pour parler et mettre les choses au clair pour mettre fin à la guerre. Une fois qu'ils font le saut d'oreille, qu'est-ce que nous faisons? La seule solution, c'est les armes. Comme on a tenté plusieurs fois, on n'a jamais tenté avec la guerre, on tente seulement avec la diplomatie. Maintenant que la diplomatie a montré ses limites, ses failles, mais attendez, qu'est-ce que vous attendez? Allons avec la Russie, faisons la guerre, c'est tout. Il n'y a plus, et puis nous devons imposer la guerre. À force de négocier la paix, oui. Autant d'années on a négocié la paix, on en est toujours à la guerre. Mais allons-y maintenant, attaquons la guerre. Faisons la guerre. Il n'y a que ça. Et les gens qui tiennent les armes, le langage qu'ils comprennent, c'est juste le langage des armes. En dehors de ça, il n'y a pas. Vous pouvez aller signer vos papiers comme vous voulez. Kagame, il n'entend pas tous ces papiers-là. Il peut vous dire ceci, à 12h, à 13h, il change. Est-ce qu'il faut faire confiance à Kagame? Il y a juste un homme qui a dit, je crois son ancien Premier ministre, il dit, ne faites jamais confiance à Kagame. Et si vous voulez finir cette guerre, prenez seulement les groupes armés qui viennent de Rwanda là-bas. Il faut les armer, retourner dans leur pays. Mais il veut piler à chose au Rwanda, il est dehors. Mais vous voulez... Mais aujourd'hui, ici, oui. vous tenez de langage, vos responsables de l'Église catholique, et il y a des ministres, il y a même des parlementaires qui tiennent de langage pour soutenir notre oppresseur. Ils le soutiennent, même Kagame, jusqu'au fond, pour dire même que voilà, moi j'aurais préféré que Kagame soit mon président ici en RDC. Vous trouvez ça normal, des responsables et des ministres en fonction? Non, messieurs. Il est temps vraiment qu'on puisse comprendre que ce danger ici, ça nous guette tous. Comme
Tout celui qui meurt à l'Est là-bas, il y en a de l'ECD, il y en a de PPRD, il y en a de l'UDPS, il y en a de tout le parti, même de MPR. Il y en a qui meurent sous les coups des armes. Et c'est un danger qui guette le pays. Alors nous devons nous mettre ensemble. Faisons tomber nos petites clivages, nos petites querelles là. Mettons-nous ensemble pour mener le bon combat, pour d'abord libérer notre pays. Et ce n'est qu'après qu'on pourra se dire, voilà, toi tu es de Paul, lui il est de Céphas. C'est maintenant le moment de se mettre ensemble. Il n'est pas question ici de tenir des discours contraignants, des discours d'opposition vis-à-vis de l'autre. Mais à quoi ça vous sert la démocratie si ce n'est que de chaque fois que le sang coule chez vous, chaque fois les mamans, les victimes sont tuées là-bas et elles sont violées à gauche, à droite, et vous parlez de la démocratie. De quelle démocratie vous voulez parler? Si vous voulez parler d'un pouvoir, ou alors d'un système de pouvoir, mais mettez-vous d'abord ensemble, protégez d'abord votre pays, et après discutez de quelle marche vous allez prendre, soit l'autoritarisme, soit de la démocratie et tout ça. Mais on est en train de vous achever avec cette distraction de démocratie, des élections à gauche, à droite, qui n'ont jamais rien produit dans ce pays. Et ce sont eux qui tiennent les ficelles, ils vous imposent ce qu'ils veulent vous imposer, et quand vous voulez dire non, alors non, là c'est votre chef qui est en danger, c'est le pays qui est en danger. On doit arrêter, cette époque est passée, nous devons nous lever. Si nous on ne sauve pas ce pays, après nous qui va le sauver? Mais honorable prince, vous voulez qu'on fasse la guerre? Oui. C'est bien bon, mais c'est aussi dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de l'après-guerre est devenu, le monde de la guerre plutôt, est devenu un monde dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que les conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui il n'en est pas ainsi. Parce que vous venez d'aborder et d'expliquer les aspects de cette guerre, une guerre qui n'est pas classique, mais une guerre asymétrique non conventionnelle. Je vous dis, la guerre qui nous est imposée, c'est une guerre de prédation. Ouais, ouais. C'est-à-dire, nous avons nos richesses, ils veulent prendre ça sans nous. C'est juste ça, ça n'explique pas autre chose. Maintenant, il faut chercher à mettre fin à ça. Et s'il faut aller dans leur logique, parce que ce sont eux les tenants du système, ce sont eux qui ont mis tous ces systèmes des Nations Unies, de machin en place. Si vous voulez les combattre dans leur système, vous n'allez pas les vaincre. C'est question d'aller au-delà, dans un cadre extra. Et vous allez l'emporter. C'est pour ça que j'ai dit, au moins il y a un homme qui a fait preuve de cette démarche. C'est Poutine. Il est allé au-delà de ça. Poutine avait des relations. Oui. Il était aussi dans de concerts des nations, dans de grandes organisations. Mais il est passé outre toutes ces organisations parce qu'il a compris. Ça finira jamais. Ce sont les mêmes qui vont dominer jusqu'à la fin du monde. Il dit non, non, non. Il faut changer les choses. Et de ce courage-là, il va libérer beaucoup de gens. Et je crois que de l'autre côté, on aura un peu plus de considération que maintenant. Sinon, on ne doit pas s'attarder là-dessus. On aborde un autre sujet ici. Il s'agit donc... en fait, c'est un sujet qui défraie la chronique. S'agissant de la corruption endémique en République démocratique du Congo, ouais. Il y a le professeur Luzolo Bambi qui est montré au créneau pour fustiger ce genre de questions. Et il en appelle aux sanctions face à cette corruption. Comment voyez-vous ces problèmes, M. Prince? Je vous dirais que c'est une réalité chez nous. La corruption, c'est un mode de vie. C'est vraiment érigé en système, c'est déplorable, et partout. Vraiment, il n'y a pas un coin où on ne peut pas parler de la corruption. Seulement le pauvre, je le vois encore, prof Luzolo Bambi, oui. Et autrefois il a crié tout haut, et pendant que c'était aussi un tabou hein, de parler de telles choses, mais lui il a pris son courage. Moi je ne peux que le féliciter. Aujourd'hui qu'il en revienne encore pour demander des sanctions, je me dis, tout ce qu'il avait dénoncé autrefois, ça servit à quoi? Il peut continuer, moi je l'encourage, il peut continuer à dénoncer et tout ça, mais il faut que les autres aussi de l'autre côté saisissent la balle au bon. Les gens qui ont l'appareil de la justice en main, pourquoi ils ne bougent pas? Ils attendent quoi? Parce que quand Luzolo a fait toute cette démarche-là, il en a les preuves, il a les éléments qu'il pouvait fournir au gouverneur, au tenant de la justice, pour marcher. Mais pourquoi ça traîne? Donc le pauvre, il pourra crier, Si le système ne change pas de gouvernance,
on va retomber dans le même trou. Maintenant, avec la volonté de Fathi, il voulait changer les choses, il veut bien changer les choses, mais il faut voir la guerre qu'il y a sur lui. Il faut voir, il est combattu et de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Or, quelqu'un qui veut le bien pour tous, il vous appelle, venez, on se met ensemble, on dirige notre pays. Les Blancs t'appellent à gauche, les Européens, le Français, les Américains à droite pour te dire, non, viens, on te donne un paquet, il faut lui payer la peau. Mais attendez, le pauvre, il peut que faire ce qu'il peut, hein? Mais c'est à nous de prendre conscience pour changer les choses. La corruption, c'est une gangrène. Ça nous tue. Le pays n'avance pas à cause de ça aussi, entre autres. Il y a M. Alingueti, l'inspecteur... mais il fait un grand travail, les gendarmes financiers. Oui. Il fait un grand travail de grande valeur. Mais en fin de compte, la justice, elle est où? La justice, elle est où pour saisir la balle au bon? Parce que c'est là aussi, il y a des éléments. Si le Zolobambi autrefois n'avait pas grand chose, mais Alingueti en a tellement. Et qu'est-ce qu'on en fait? Au contraire, on commence à le traiter de tout et de rien. On commence à traîner son nom à gauche, à droite dans des complots. Pendant qu'il est en train de faire un travail. Est-ce qu'on ne peut pas se lever un moment, dire que non, fini ce genre de guéguerre? Et c'est depuis le soi-disant indépendance qu'on nous a mis dans ces guéguerres. Est-ce que ça ne peut pas finir un jour pour qu'on se mette ensemble? Parce qu'ils ont toujours peur de nous quand on est ensemble. On représente une force redoutable. Oui. Vous verrez même en Belgique qu'on voulait faire, je ne sais pas, la réunion là. Et les Congolais sont mis ensemble pour dire, si Lumumba n'est pas là, rien n'avance. Et le blanc avait peur. Immédiatement, Lumumba a été mis dans l'avion et puis il l'a amené. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble, ne fût-ce que pour sauver le pays? Cette idée-là, cette onction-là, elle est partie où? Est-ce qu'on ne peut pas reprendre des choses à ce niveau-là? Au lieu chaque fois de nous mettre sur des plateaux de télévision pour nous contrarier, nous contredire et confondre l'autre, puis amener l'autre peut-être à avoir tort parce que toi tu as raison. Avec ta raison, tu en fais quoi? Mais s'il faut faire un parallélisme, oui, à l'époque de Joseph Kabila, où la corruption était érigée en système de gestion, et aujourd'hui, faudra-t-il vraiment reconnaître que les combats contre la corruption avec Fathi va se terminer? Je ne dirais pas que Fathi, c'est pas quelqu'un qui peut, c'est pas un lâche, excusez-moi le terme. Oui. C'est pas quelqu'un qui peut arrêter son combat à mi-chemin. Celui-là, c'est vraiment, il va jusqu'au bout de son combat. Oui. Et je sais que il va pas lâcher l'affaire. Il va continuer et on aura des retombées. C'est parce que quand il veut foncer sur une démarche, on fait monter la tension de la guerre. Quand il fait toucher un peu, bouger un peu le social de Congolais dans le bon sens, oui, c'est la guerre pour les distraire, pour qu'ils ne fassent rien. Mais il est déterminé. Je vois sa volonté. Je vois un monsieur qui laisse sa famille, ses enfants. Il prend des avions, comme on a critiqué, une centaine de voyages sans succès. Mais ces messieurs, vous savez, prendre un avion, on ne sait pas si on va atterrir. Ça, c'est l'affaire de Dieu. On ne sait pas si on va atterrir. Mais le monsieur a fait ça autant de fois, ce n'est pas pour sa famille. Quand il va en Angola dernièrement, ce n'est pas pour sa famille, ce n'est pas pour ses parents. C'est pour le Congo. Oui. Quand il décrète l'enseignement gratuit, c'est pour le Congo, ce n'est pas pour ses enfants. La maternité, voilà. Maintenant, c'est la maternité, santé universelle. Mais c'est pour le Congo. Pourquoi on ne peut pas le soutenir? Pourquoi on ne peut pas lui prêter ne fût-ce que le peu de temps là, qu'il mette ses idées en pratique? Ça va profiter à la République. Il pouvait que faire ça parce que Nabakop Yabatoana, Congolais sont dans vivre au contraire, Bamoko, Basongolo, Basosomba, Baimmeuble, Basosomba Wanini, mais Congolais Mousso Azako Kokata, Osomba Parastamol, pour moi, Nayabika. Vous trouvez ça normal? Nazole l'ami leader Jean-Pierre Bemba. Oui. Nazako la boutou moi, mais Azawapi Igwe. Igwe l'espoir du peuple Igwe, Ozawapi. Sangana ndeko na yo, boke na logique politique te. Tu bien oui, alliance ezali Igwe azana mokonzi. Mais bon, et que na politique te pour avancer te pour ça et l'autre. Igwe za de père et de mère. Fathi de père et de mère. Congo za yabino. Bon, la logique politique, bon, la logique patriotique. C'est-à-dire, Igwe za sincère na ndeko na yo. Ndeko na za sincère na yo. Bon simbana na sûr que solution aux hommes. Omoni Igwe. Omoni Igwe. Omoni est na nyonso. Ba ça va blague on a pour le Igwe vanda tala bango. Mundela bendi Igwe libanda abeti beti ba marteau ba fimbu pour lembisa ye. Abika za lombe.
Bana somo na ye. Que soit bimiawa. Il va gagner l'élection. Mundela et bien, soit tiens qu'à libre, mon boulot aux alles, ma cambo changé. Trop perdre contrôle à ma cambo. Bendi ba tungi c'est plus de 9 ans dans ces pays pour ba affaiblir. Le ba ok na voix ba kenya Etienne Tshisekedi le père. Le feu de reste mémoire. Parce que la logique on a dit ba affaiblir Igweti assis la carrière et puis azanga susu nguya au téléma. Or, espoir est en nous. Il faut tellement dans des cons. Il faut aller tellement. Monsieur Prince. Bossangana, bossa eloko. Et Simba, et Simba. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je voulais que vous puissiez placer un mot. Vous êtes le coordonnateur du bureau du député national, de la députée nationale scolastique Maïndo. Comment elle se porte dans un premier temps? L'honorable scolastique Maïndo et le Mbote se portent à merveille. Seulement, elle a de soucis terribles pour son pays. Et je crois, je me suis entretenu avec elle avant de venir ici, parce que c'est d'elle que je parle surtout, parce que je suis le coordonnateur de son action politique, son bureau et tout ce qui va avec. Après la tournée qu'on a effectuée vers Kisangani, jusque dans sa base, sa fief natale, c'était un succès. Mais je regrette même que chez vous, vous n'avez pas passé ces images. Pour une première fois, une dame mise sur le Tipoï. Il faut nous envoyer ces images. Vous savez que le Tipoï, c'est le symbole du pouvoir. Et nous, Africains, on n'a jamais eu cette idée-là qu'on pouvait aussi propicier une femme et la poser sur un Tipoï. Mais ça a été une réalité avec l'honorable scolastique. Et vous devriez passer ces éléments-là. Je vais vous les apporter. Alors, maintenant, on se prépare pour descendre encore sur le terrain. Parce qu'on avait écouté les déshydratats de la population. Et on a promis. Et dans l'entretemps, on réalise Molo. On va y aller encore cette fois-ci dans le cadre de vacances parlementaires. Je vous dis que c'est une battante. C'est une femme très forte. Il suffit de suivre seulement ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour comprendre. Il n'y a pas 2 étoiles qui rayonne à part l'honorable. Donc il y a qu'elle, elle brille à 1000 feux. Voilà, donc même le président Mbosso, oh que je salue, viens Mbosso, à Mamingi Balobaki, mais au confondre Bangovier, au salut à Miné, l'Assemblée qui dit d'accord. Maman scolastique, président Assemblée pour une première, na micro, en pleine séance, à Boaki Baéloge. Il a dit que moi c'est Lombe, moi c'est Abundaka, moi ça c'est raté favoriser kaka, oh 50-50, oh parité entre hommes, moi s'il faut se déterminer, parité au bambayo wana makasi wana, et ça mérite et ça mérite au quoi kaka, au ça et l'autre côté, il faut moi ça se déterminer à téléma bunda, n'est honorable, scolastique à téléma abunda paix à Olonga. Dans la minute au Toloba, Aza Pepele a préparé expédition et puis Bromon a bas élément. Nous savons que l'honorable scolastique Maïndo est fougué, il est tout le temps en mouvement au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dans les cas de la production législative, qu'est-ce que vous envisagez? Vous allez proposer un jour de vous élaborer une loi qui sera à la portée de la République démocratique. Nul n'était les vacances parlementaires, nul n'était les vacances parlementaires, et déjà en chantier, l'honorable a au moins plus de 3 lois, 3 propositions de loi qu'elle est en train d'étudier minutieusement. Je suis aussi dans l'équipe qui travaille sur ça, pour qu'on puisse, je crois qu'à la rentrée, vous verrez, on va changer de vitesse, on va prendre la vitesse des croisières. Dans les changements des paradigmes. En tout cas, vous verrez ça. Et elle est en train de travailler, en plein travail. C'est une dame vraiment qui n'a presque pas de repos pour son pays. Elle travaille matin, midi et soir. Alors, nous avons 3 lois, 3 propositions de loi en chantier qu'on va amener au Parlement. Là, ne vous en faites pas, soyez vraiment... Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer votre mot de la fin pour terminer. Mon mot de la fin pour cette émission... je vais seulement interpeller tout le Congolais. Je veux nous interpeller, Congolais. Et prenons le temps de réfléchir quand même pour notre pays.
évitons tout ce qu'il y a comme distraction, soi-disant de la démocratie et des élections. Nous voulons bien des élections, nous voulons bien de la démocratie, mais voyez un peu cette maman qui est en train d'être achevée, on est en train d'abattre. Est-ce qu'elle peut parler des élections ou bien elle peut parler de sa vie? Elle peut parler de la paix ou bien elle peut parler des élections et tout ce qui va avec. Je crois que les élections, ça viendra en son temps. Oui. Et je crois, c'est ce qu'a dit le président, oui. C'est un démocrate. Oui. Les élections vont se tenir. Mais alors, je ne veux pas que ces élections-là se tiennent dans le cadre, comme autrefois, qu'on nous impose certaines élections, certains leaders. Oui. Nous devons vraiment aller aux élections avec nos propres moyens, nos efforts et puis notre conscience. Et ça pourra changer les choses. Mais les élections comme autrefois, je crois que ça n'a jamais rien apporté, ni dans les casseroles de maman, ni aux centres médicaux pour donner des soins à nos enfants. Donc mettons-nous ensemble, mais surtout, Igwe. Igwe Naleli. On a Ndinga, Igwe Vindinga. Igwe Yaka, Simba Makambu Igwe. Na minute za kama bilombe babunda ya suka mteko ba logique ba otoke na conférence te yali kama bilombe babunda bilombe no swazela rayo bana sima ba ozela Igwe drapeau ka retombo na tambolia j'ai fait Kisangani et tout ça avec l'honorable scolastique, mais je vous dis mon président Igwe et vraiment MSC fait téléma drapeau za olala il fait téléma Igwe faut les cas bima otambola tamuke ola musamilimo. Eh bien, c'est par ce credo de M. Prince Mbouyi que nous mettons un terme à cette émission. Je vous rappelle que nous venons de recevoir pour vous M. Prince Mbouyi Katamboa. Il est honorable et puis coordonnateur du bureau de la députée scolastique Maïndo. Avec lui, nous avions parlé de l'actualité politique bouillante de l'ère en République démocratique du Congo, consacrée essentiellement par l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de la corruption endémique, mais aussi de la députée nationale scolastique Maïndo. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.